La France vue du dessus, avec ses églises et ses abbayes séculaires, ses villes fortifiées, ses paysages époustouflants et ses insolites aussi. Cette France-là, vous l'adorez. Mais savez-vous qu'elle en cache une autre, surprenante, tapie dans ses entrailles? Une France de cavernes, de gouffres, peuplée de formes fantastiques, patiemment façonnées par les éléments. Certains noms vous disent forcément quelque chose. Avennes-d'Orniac, Padirac, Lascaux. Mais il y a aussi d'autres lieux hors du commun, avec à leur tête des hommes et des femmes passionnés qui se battent souvent avec difficulté pour les protéger, les ouvrir au public, pour faire vivre les merveilles de la France souterraine. Notre voyage en France profonde commence à Padirac, dans le Lot. Donc, quelques groupes aujourd'hui, pas beaucoup. Un à 9h30, un à 10h, un à 10h15, un à 10h30. Il est 9h du matin. Coralie, chef d'équipe, démarre une nouvelle journée. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci. À plus tard. 150 employés travaillent sur le site en pleine saison. Et ceux-là vont passer la journée 100 mètres sous terre. Allez, on descend. Car Padirac, c'est d'abord cet immense gouffre de 35 mètres de diamètre. Pendant des siècles, les paysans y voyaient une porte de l'enfer, gardée par des démons. Personne n'osait y pénétrer. Des légendes qui n'effraient plus personne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, 2 entrées adultes. Alors 2 adultes, donc ça nous fait 24 s'il vous plaît. Surtout pas les touristes pressés de découvrir un des sites les plus spectaculaires de la France souterraine. Bonjour messieurs, dames. Alors, je vous laisse descendre ici sur le marchepied. Tenez-vous bien à la rambarde. Ensuite, Et ça commence par une balade en barque, avec pour guide Coralie, la chef d'équipe. Allez, on garde bien les mains, les vêtements dans le bateau et on part sur les traces de monsieur Édouard Alfred Martel, premier explorateur de la rivière souterraine en 1889. Édouard Alfred Martel, un génie méconnu. Il est le père de la spéléologie moderne, découvreur de nombreuses cavités en France. C'est donc lui qui explore Padirac pour la première fois et qui l'ouvre au public, marquant ainsi des générations de visiteurs. En général, quand c'est pas la première fois qu'ils viennent, s'ils sont déjà venus, la chose dont ils se souviennent le plus, c'est la barque. La rivière, la barque. Je pense que c'est vraiment l'atout de Padirac, le côté un peu gondole à Venise, sans les chanteurs, mais ça leur plaît beaucoup. Et après, quand ils arrivent au niveau du lac supérieur, dans la salle du Grand Dôme aussi, ils en prennent plein les yeux. Ils s'attendent pas à ce que ce soit aussi grand. C'est grand et c'est inattendu. Du coup, un siècle après Martel, la rivière de Padirac a pris des airs d'autoroute souterraine. Avec ses traditionnels chassés-croisés de vacanciers. Padirac attire 500 000 visiteurs chaque année. On part pour 400 mètres, 300 marches maintenant. Allez, je vous laisse me suivre. On va pas loin pour commencer. C'est le site naturel souterrain le plus visité en France. Un gouffre, c'était un barrage stalagmitique naturel. N'hésitez pas à lever les yeux, messieurs, dames, pour regarder le décor qui se trouve au-dessus de vous.
J'ai remarqué que vous aviez de l'imagination. Regardez là-haut, on a les méduses. À gauche, on a les brocolis. Nous nous trouvons ici au niveau du lac supérieur. Ah, ça claque, hein? Ce voyage magique au centre de la Terre dure 45 minutes. Le tourisme souterrain est né à Padirac. Et aujourd'hui, la société privée qui exploite le site génère l'un des plus gros chiffres d'affaires du secteur. Mais Laetitia de Ménibus, la patronne, veut faire encore mieux. Et elle compte beaucoup sur ses machines. Ah ouais, c'est vachement intéressant. Ils sont très créatifs. Hein. Vous pouvez choisir une autre date avec le calendrier de la saison. Comme ça, vous organisez en toute... Je peux aller jusqu'à la fin de la saison. Donc, je peux prendre la visite. L'objectif, c'est de gérer au mieux le flux des visiteurs afin que l'attente soit la plus courte possible. Chez nous, ça bouleverse pas mal de processus d'accueil, dans le bon sens. Mais du coup, ça a beaucoup plus d'impact qu'on imagine. Ça a l'air idiot, comme ça, allez hop, on a mis 2 machines. C'est bien plus compliqué que ça, quand même. Parce que c'est un site qui a une vieille histoire, c'est ça? Non, parce que c'est aussi un site qui a des contraintes. J'ai l'habitude de dire on est la Tour Eiffel à l'envers, avec un petit peu moins de visiteurs quand même. Mais on a une contrainte physique des lieux, c'est-à-dire le lieu n'est pas extensible. Impossible d'agrandir en dessous. En revanche, au-dessus, Laetitia fourmille d'idées pour retenir cette clientèle de passage. Le restaurant a déjà été rénové, ça, c'est pour le couvert. Quant au gîte, Laetitia a tout prévu. Bon alors Renaud, l'acquisition de foncier là, récente, c'est le terrain qui est en bas là. Ça commence à partir du panneau. On peut imaginer des choses. Padirac est une poule aux œufs d'or. Laetitia veut acheter ces terrains pour construire au plus vite et doubler ainsi d'éventuels concurrents. Non, il ne s'agit pas de bétonner, il s'agit de faire des choses extrêmement légères qu'on peut enlever. 130 ans plus tôt, Martel déjà avait compris qu'il fallait acheter les terrains autour de la grotte. Martel, lui, à l'époque, c'était génial. Il a réussi à acheter les terrains autour du gouffre de Padirac en travaillant avec sa boussole, en prenant des mesures, son petit carnet, son petit crayon, et il regardait quelle parcelle était intéressante, enfin, surtout pour trouver les correspondances entre le sous-sol et le sol. Il n'était pas connu, il était stranger, et c'était l'homme qui voyageait au fond des trous. Et pour arriver à gagner la confiance des propriétaires de terrain à l'époque, des paysans, il avait mis dans le coup l'abbé Laroussille. Dans les histoires de grottes, il y a toujours une histoire d'abbé. Souvent l'abbé n'est pas loin, c'est le sachant dans le village, celui qui détient tous les secrets, la confesse, qui a le savoir, la culture. Souvent c'était l'instituteur aussi, donc on a confiance en lui. Et s'il dit il faut vendre le terrain, ben, on le vend. Avec l'achat de ce nouveau terrain, Laetitia espère que Padirac restera le site numéro 1 de la France souterraine. Aujourd'hui, plus d'une centaine de cavités, gouffres ou avennes sont ouverts au public. Les 3/4 sont privés. Un patrimoine et une passion qui se lèguent le plus souvent par héritage. Au point que certains sont prêts à renoncer à leur carrière professionnelle pour assumer la succession. C'est ce qui est arrivé à Sylvie Collet. Il y a 2 ans, elle raccroche sa blouse d'institutrice pour reprendre la grotte familiale. Nous sommes près de Villeneuve-sur-Lot. Et ce jour-là, avec son père Michel, une opération cruciale se prépare. Pour faire parler de sa cavité, Sylvie a décidé de voir les choses en grand. T'as un couteau ou quelque chose? Parce que là, il y a
Le scotch. Merci. Hein. Attention, tadam. Vous n'avez pas encore vu le panneau? Non, on est allé les chercher, on n'a pas vu. Et ouais, tadam. C'est Sylvie elle-même qui a imaginé le logo. Bon, pas mal, hein? Là, ça flash. Là, ils le verront. L'enjeu pour elle est de taille. Si elle ne réussit pas à attirer plus de 8000 visiteurs, sa grotte pourrait bien péricliter. Mais quelle équipe de choc! Vous espérez avoir combien de visiteurs en plus grâce à ce panneau-là? Là, bon, je pense qu'on aura au moins 4000 visiteurs en plus. Hein. Ouais, grâce à ce panneau. Donc on a mis 3 x 4, 12. Voilà. C'est bon. Là, ça va être une belle année, je crois. Non, je ne sais pas, honnêtement. Je ne peux pas dire combien de visiteurs il y aura en plus. Mais bon, déjà, il y a une belle signalisation. Les gens, quand ils vont arriver, voilà, ce sera plus simple pour eux, et ce sera clair. Et puis, les gens qui sont de passage, voilà, ça peut leur donner envie de venir, de savoir qu'il y a une grotte pas loin. Et pas loin, c'est la grotte de l'Astournelle, ou devrait-on dire plutôt la grotte de la débrouille. Car ici, pas de chef d'équipe, pas de billetterie automatique, pas d'entrée majestueuse. Et surtout, Sylvie doit tout faire elle-même. Nous sommes en juin, le rush de l'été est proche, et elle doit impérativement régler un problème d'éclairage. On a changé quelques lumières qui n'allaient pas de l'autre côté, juste à côté. Et maintenant, ce côté-là fait sombre. Donc voilà, on est en train de changer ça. Voilà. Pour l'électricité, elle peut compter sur l'aide de son père qui a appris sur le tas, notamment les jeux de lumière. Ouais, je pense que là, c'est le mieux. Eh bien, parce qu'après... Là, ça fait trop... Ouais, je crois que ça écrase trop cette... Je pense que là, il y a un petit recoin pour mettre le piquet, là. Ouais, il y a quelque chose de merveilleux, hein, quand on la regarde comme ça, tous ces scintillements. C'est féerique. Et pour s'offrir la féerie, Sylvie avait bien pensé faire appel à un spécialiste. Mais le devis l'a très vite refroidi. Du coup, elle a opté pour la récup et le système D. On a pris l'habitude de se débrouiller. Demander des conseils à droite, à gauche, et trouver soi-même le matériel, aller sur Internet, passer des heures pour trouver les matériels. Les spots que vous remplacez, c'est combien? Nous, on met entre 10 et 15 euros. 15 euros, je crois que celui-là. On ne dépense pas beaucoup d'argent, mais on passe beaucoup de temps dans cette grotte. Voilà. Ce sont les parents de Sylvie qui ont ouvert cette grotte au public. À l'époque, elle n'était qu'un appoint à leurs revenus d'agriculteurs. Et aujourd'hui, ils sont très heureux que ce bien reste dans la famille. Je pense que ça ne serait pas bien que ce site soit fermé, quoi. Voilà. Il me semble qu'elle mérite mieux que ça, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même un site qui méritait qu'on s'en occupe. Hein. Ah, quand on arrive l'escalier, là, quand on monte l'escalier, qu'on arrive dans cette grande salle, du fond, on va voir là, la grande scintillée de loin, je pense. Les premiers visiteurs qui vont découvrir ce nouvel éclairage, les voici. Bonjour tout le monde. C'est parti? C'est parti. On y va? On a 1 heure de marche pour aller jusqu'à la grotte. C'est bon, vous êtes bien chaussés, hein? Oui, 1 heure de marche. Ouais. Ah ben oui. Les grottes, ça se trouve pas comme ça à côté. Hein. Dans la grotte, j'ai oublié de vous dire avant de rentrer, il y a un petit... Est-ce qu'il y a des choses? Il y a un troll. Oui, des trolls. Un troll. Faut lui mettre des trolls, c'est les méchants, Les scolaires, un public que Sylvie choisit particulièrement. C'est la majorité de ses visiteurs. Faites attention aux trolls qui ne vous volent pas le trésor. Pendant 1 heure,
Sylvie va jouer la carte du merveilleux, du fantastique, pour mieux capter l'attention des enfants. Les stalagmites montent et les stalactites tombent. Mythe, on entend le me de monter, on est d'accord? Stalagmite monte, stalactite tombe. Alors on a l'habitude de dire que ça grandit de 1 cm tous les 100 ans. Un peu de pédagogie et beaucoup de distractions pour rassurer les enfants. Leur faire oublier les 350 mètres d'obscurité et de concrétions inquiétantes. La mâchoire de dragon! Oh, on a trouvé la mâchoire de dragon! Attention au dragon! Regardez ici! Vous allez voir que la calcite, ça les stalactites, stalagmites, ça peut faire passer la lumière. Regardez. Sans ces groupes-là, vous pourriez vivre? En juin, c'est difficile. Voilà, parce qu'en juin, on a très peu de touristes. Donc, presque tous les jours, on a des scolaires. Donc, ça nous permet, voilà, économiquement, c'est intéressant. À 250 € la matinée, les sorties scolaires sont une vraie bouffée d'air frais pour les caisses de la Stournelle. Alors, quand les stalactites et les stalagmites se rejoignent, ça fait des colonnes. Mais Sylvie rêve de plus grand pour sa grotte. Pour cela, elle mise sur d'autres explorateurs. Pas vraiment en herbe, cela. Donc il faut deux au fond, binôme. Avec ses spéléologues venus d'Agen, elle va tenter de percer ce mur, car elle en est certaine, de nouvelles salles se cachent derrière cet orifice. L'espoir peut-être de décrocher le jackpot. Un nouveau Lascaux, ce serait bien, non? Non, j'attends même pas Lascaux. Bon, là, ici, il n'y a pas eu de reste préhistorique. Hein. L'homme préhistorique n'est jamais venu. Mais une continuité, oui, parce que la logique, on a quand même un volume ici. Donc, la logique, c'est que ça continue ce volume plus loin, quoi. Donc, de nouvelles salles, de nouvelles concrétions. Ah, je crois que tu peux y aller. Oh. Tu vas en même temps aider peut-être pour... Mais l'affaire est loin d'être gagnée. Car avant, il faut mettre la main à la glaise. Ah oui, ça je vais croire. Bon, c'est bon, ouais. Je récupère la corde. J'ai aussi envie de participer, moi, physiquement, à cette découverte. C'est important de participer physiquement? Oui. On sent les choses différemment? On sent les choses différemment, on est vraiment dans l'action, et puis on voit ce qui se passe. Voilà, donc c'est ça qui est bien. Et puis quand il y aura la découverte, ce sera une découverte, voilà, d'équipe, c'est ça qui est bien aussi. Les spéléologues sont déjà venus plusieurs fois. 12 mètres ont été dégagés. Selon la direction générale de la grotte, on est sur le bon côté pour pouvoir creuser. Maintenant, après, s'il reste 2 mètres, s'il reste 10 mètres, je ne peux pas dire. Mais je pense que il ne doit pas rester tant que ça. Après, c'est la difficulté, c'est de sécuriser. Parce qu'on pourrait creuser très très longtemps et durablement. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas envie que tout ça nous tombe dessus. Donc, creuser, oui. Sécuriser, avant tout, quoi. Ce qu'on a envie, c'est de profiter de la grotte qu'il y a derrière. C'est bien collant, hein. Ouais. Wow. T'as vu ça? Donc, ça colle bien. Vous aussi, c'est la découverte aussi qui vous passionne. Bien sûr, ouais, savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce que voilà, mes grands-parents ont trouvé l'entrée de cette grotte? Voilà, si moi je pouvais découvrir autre chose, voilà, continuer cette aventure familiale et voilà, aller toujours plus loin, voilà, ce serait génial, oui. Ces spécialistes viennent ici bénévolement. Sylvie n'a pas les moyens de les payer. Et ça vaut bien une grande lessive. Ouais, je ne sais pas si vous allez ressortir plus propre. Si on a commencé la désobstruction, c'est parce qu'ils m'ont proposé. Donc, moi, c'est super sympa de leur part. Vous voyez, ils donnent de leur personne. Et puis, leur temps. Ouais, parce que c'est le dimanche. Hein, donc, un dimanche après-midi, passer sa journée sous terre à creuser, c'est bon. Il faut vraiment être passionné, quoi, pour faire ça. Ou fou, je ne sais pas. Mais ça, il ne faut pas leur dire. Hein. Tous
bras. Fous ou passionnés, tous attendent avec impatience le jour de la grande découverte. Fine, Au gaz. Et quand même, sincèrement, merci à tous d'être là. Et ce sera peut-être dans quelques semaines. Je connaissais pas les caillons, je connaissais avec... Certains creusent pour découvrir des grottes. D'autres prennent de la hauteur. Jean-Max Touron est un amoureux du monde souterrain. Et quoi de mieux qu'un hélicoptère pour dénicher les merveilles cachées au cœur de son Périgord natal? Le Périgord, c'est le paradis des grottes. Ah, voilà des grottes qu'on ne peut pas voir du sol. Des grandes failles là. Vous ne pouvez pas la voir du sol. Et regardez cette grotte. Regardez, regardez, regardez celle-là. Vous l'avez vue? Magnifique. Regardez cette terrasse. Regardez celle-là. Et notre terrasse là. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai pu découvrir depuis l'hélicoptère. En falaise, en abri et grotte. À condition de passer parallèlement aux falaises, avec un angle de 20 à 30 degrés, on plonge directement et on évite le rideau d'arbres qui nous masque souvent la vue sur ces cavités. Oui, il y a une vraie technique, quoi, du chercheur de grottes. Oui, c'est ça. Chercheur de grottes, oui, c'est assez imagé. Ce jour-là, Jean-Max survole les rives de la Dordogne, à la recherche d'éventuels indices. Et au bout d'une petite heure... Vous voyez là, on a une série de buttes, de collines un peu en pyramide. Et là c'est sûr, là ça sent bon la grotte. Il y a le flair. Ensuite, bien sûr, il faut aller vérifier sur place. Et les gars, vous en trouverez des mecs qui vous posent comme ça. Et voilà. Là, il y a une coulée. Il y a une coulée. Il y a des blocs. Bingo! Jean-Max avait vu juste. Vous voyez, c'est une grotte. Il faut venir avec quelques petits piochons et puis faire un passage d'homme. Et après, ça peut être un monde. Un monde à découvrir en observant la nature, tout simplement. Et pour ceux que l'aventure tente, voici le conseil du spécialiste. Les zones où il y a des terriers de blaireaux, il faut chercher. Les blaireaux. Les renards, ils se contentent de moins. Et les blaireaux? Ah, les blaireaux, oui. Et un peu plus loin... Ah ben ça continue. Une autre découverte attend Jean-Max. Ben voilà une grotte. Et alors ce qui a l'air d'intéressant, cette grotte, c'est qu'elle souffle. C'est-à-dire? Et vous ne sentez pas l'air froid qui arrive? Donc il y a un courant d'air. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de place derrière. C'est un trou qui souffle. Si vous me faites la courte échelle, j'y monte. Ok Jean-Max, on vous prend au mot. Encore? Au fait, on ne vous a pas dit. Le chercheur de grottes a 72 ans. Attends, me lâche pas. Là. C'est bon? Ouais. Ah, c'est grand, hein? Visiblement, des hommes ont vécu ici depuis la préhistoire. Ils sont venus. Ils ont fortifié la grotte. Bon, là, des aménagements de confort, il n'y en a pas, parce qu'il y a des banquettes pour pouvoir poser des objets un peu partout. Voilà. Il y a des banquettes naturelles, mais c'est surtout ici. Vous voyez, ça a été retaillé.
La poutre venait jusque là s'encastrer. Et ensuite, ici, de ce côté, on voit qu'il y en avait une autre. C'était les 2 poteaux de porte. Et quand on est là, on ne craint plus rien. Et toi, tu es là, peinard, avec des pierres. Toc, prends ça sur la gueule. Prends ça sur la gueule. Dans le Périgord, Jean-Max est propriétaire de châteaux troglodytiques, d'abris préhistoriques et de grottes naturelles. Une collection de 14 sites dont une dizaine est ouverte au public. Mais la carte postale de Jean-Max, c'est la Roque Saint-Christophe en Dordogne. Une fissure de 600 mètres de long qui a longtemps abrité une cité fortifiée entre ciel et terre. Tout commence il y a 55 000 ans. Les hommes d'alors profitent des creux naturels pour se protéger du froid et des animaux sauvages. Les générations passent, le confort s'améliore. Les grottes deviennent maisons. Et au Moyen-Âge, la Roque Saint-Christophe est une véritable ville qui compte des centaines d'habitations. Ils ont aménagé des maisons sur les terrasses. C'est-à-dire que tous ces trous que vous voyez partout, à bonne hauteur, ce sont des trous de boulins. C'est-à-dire on mettait des poutres. Les poutres avançaient comme ça sur la terrasse. Et au fond, il y avait des palissades ou des murailles. Vous pouvez avoir un trou qui a été fait au Xe siècle. Et puis un autre qui a été fait au XVe. Ils sont là. En fait, ici, c'est la roche qui parle. Voilà. Voilà. Mais elle pose pas mal d'énigmes. Combien d'habitants vivaient ici? Comment cette cité était-elle dirigée? Beaucoup de mystères demeurent. Comment surtout a-t-elle pu tomber dans l'oubli pendant 400 ans après sa destruction en 1588? C'est volontaire qu'on a laissé un peu de végétation pour démontrer comment était la falaise lors de sa redécouverte. C'est-à-dire que tout était enfoui sous une végétation assez dense et, si vous voulez, une espèce de Machu Picchu. C'est-à-dire que pendant 400 ans, ce fort et cette cité ont été abandonnés. Et pendant 400 ans, la végétation a repris ses droits et au point que tout avait été oublié. On savait par des textes anciens qu'il y avait une forteresse, mais on l'a située sur le sommet de la falaise, ce qui paraissait logique. Or, elle est sur la façade, sur les 5 étages. C'est le père de Jean-Max qui retrouve en 1938 cette cité perdue. Il met la roche à nu, aménage le site et l'ouvre au public. Depuis, cette page d'histoire est devenue une passion familiale. On le lit, le rocher. Je comprends tout de suite ce qui s'est passé dans cette falaise. Pour moi, c'est évident. Vous n'avez pas 1 mètre carré de cette falaise qui n'ait pas subi des modifications. Pas 1 mètre carré. Entièrement, ça a été excavé. 180 000 visiteurs s'étonnent ici chaque année. La Roque Saint-Christophe est le 3e plus grand site troglodytique du monde. Mais vous n'avez encore rien vu. À quelques kilomètres de là, Jean-Max nous emmène découvrir une de ces pépites encore plus exceptionnelles. Et on arrive où là? On arrive à la grotte. Du sorcier. C'est la grotte du sorcier ici. La grotte du sorcier, c'est son Lascaux à lui. Comme sa prestigieuse voisine, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Car elle abrite des chefs-d'œuvre de la préhistoire.
Le sorcier se trouve là. Au plafond, une forme vieille de 17 000 ans, avec une tête, des jambes, des bras et un pénis démesuré. Il s'agit là d'une gravure, c'est rarissime dans l'art pariétal. Et il y a encore plus exceptionnel. Des humains dans les grottes, il n'y en a pratiquement pas. Il en existe une dizaine dans les grottes. Du monde. Enfin, du monde de cette période. Du monde préhistorique. C'est pour cette valeur historique que vous avez acheté cette grotte il y a quelques années? Disons que cette grotte est arrivée à la vente et j'ai eu l'impression que, en faisant cette acquisition, j'achetais un morceau d'éternité. Voilà, une valeur éternelle. Mais finalement, l'éternité ne dure qu'un temps. Car Jean-Max a changé d'avis. Il y a ici un bouchon d'argile. Et lorsque je l'ai acheté, je voulais surtout faire sauter ce bouchon d'argile pour aller voir plus loin. Or, je n'ai pas d'autorisation et ça, je ne l'aurai jamais. Donc, dans ces conditions, cette grotte, je vais peut-être m'en séparer. Selon les estimations, Jean-Max pourrait demander jusqu'à 1 million d'euros pour ce site classé UNESCO. Des étrangers ont manifesté leur intérêt, l'État également. Mais le chercheur de grottes réfléchit encore. Retour près de Villeneuve-sur-Lot. 3 mois ont passé et malgré ses efforts, Sylvie n'a pas réussi à ouvrir le passage dans sa cavité. Alors, à quoi ça ressemble? Du coup, la propriétaire a décidé d'employer les grands moyens. Dis donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Le radar, ouais. C'est l'appareil qui est ici, c'est Ouais. l'unité centrale qui a un écran qui va permettre de visualiser le signal radar en temps réel. Okay. Et on le raccorde à une antenne. Donc on a une antenne de 400 MHz qui permet d'aller de 2-3 mètres de profondeur. Elle a fait appel à Christophe qui dirige une société d'imagerie souterraine. Une antenne ici. Car les spéléologues ont dû s'arrêter de creuser pour des raisons de sécurité. Des émanations de gaz les empêchaient de progresser. Donc c'est plutôt par là-bas. Du coup, les antennes radar vont permettre de sonder le sous-sol pour savoir si oui ou non, une cavité s'y cache. L'enjeu est capital pour Sylvie. Agrandir sa grotte lui permettrait d'attirer plus de visiteurs. C'est incroyable ces appareils. Je vais faire des jaloux, hein. Je vais faire des jaloux. Tout le monde va vouloir le même appareil. Comment ça se fait que vous n'avez pas pensé à faire ça avant, Sylvie? C'est le hasard des connaissances, des rencontres. Ouais, voilà, ouais. Et là, bon, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe, qui était très emballé par ce projet. Donc c'était super. Ah bah oui, parce que voilà, sinon honnêtement, je ne pourrais pas me le permettre, parce que c'est un matériel qui coûte très cher. Donc voilà, c'est super sympa, effectivement. Premier passage. Alors Premiers espoirs. On a des choses là. Eh oui, il y a quelque chose. Ah, ça y est, on a embauché une nouvelle radariste. Tu vas pouvoir partir. Là, ici, on dirait. Mais ce n'est pas si simple. L'exploration des entrailles doit reprendre. Eh, vas-y. Et après 2 heures de va-et-vient, toujours rien. C'était une fausse piste. Alors on va faire là-bas, vous allez voir. Voilà, c'est parti. Le problème, une couche d'argile semble empêcher tout sondage au-delà de 5 mètres. Et si on essaie dans un autre endroit? Donc ça veut dire que, pour l'instant, a priori, vous n'avez rien vu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, voilà, tout à fait. C'est la limite de la méthode. Et de toutes les méthodes géophysiques. Pas trop déçu pour l'instant, alors? Non, mais on va aller au bureau. Il va regarder et puis il va voir. Hein. On va essayer de nettoyer l'image au bureau, les images, les coupe-temps. C'est pas fini. Avec des systèmes de filtrage numérique et voir si on peut sortir quelque chose de plus intéressant. Au bout du compte,
il n'y aura pas mieux. Mais Sylvie garde tout de même espoir. Pour elle, c'est certain, sous ses pieds, il y a une grotte qui reste pour l'instant inaccessible. Mais je crois que comme les équipes ont changé... Ailleurs, le problème n'est pas vraiment d'agrandir la cavité, mais plutôt de se faire connaître. Nous sommes à Saint-Engrâce, dans une vallée perdue au fond du Pays Basque. 30. Ce matin, petit événement. Bonjour. Une pléiade de journalistes de la presse locale et nationale est là. Ça, c'est bon. Qui c'est qui est de l'AFP, là? Vous venez? On va... Pour faire parler de sa grotte, Jean-François Godard a décidé d'organiser un record du monde, plutôt insolite. Vous êtes combien de France 3? 2. Donc juste quelques mots, parce qu'évidemment la grotte, on le dit aux visiteurs, ben, elle n'est pas ici. Hein. Il faut monter à 1050 mètres d'altitude. Couvrez-vous bien. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Vous avez des questions? Ben, s'il n'y a pas de questions, on y va. Ouais. Vous êtes content, il y a un peu de monde là? Ah ben oui, je sens qu'il y a une écoute de notre petit événement. Donc ça fait toujours plaisir, voilà. Et ça va peut-être monter encore un peu plus, voilà. Non mais c'est très bien. On y va. Allez. Jean-François est spéléologue et patron de la Verna, l'une des plus grandes grottes du monde. Et pourtant, elle n'a ouvert au public qu'il y a 6 ans seulement. Alors un peu de com', ça ne peut pas faire de mal. De toute façon, il faut utiliser tous les moyens possibles, tout en gardant notre âme pour la faire connaître. Hein. Elle est connue du monde, du milieu des spéléologues depuis les années de sa découverte en 1950. Mais pour le grand public, voilà, on a encore pas mal de travail à faire pour augmenter notre notoriété et amener un peu plus de monde dans la salle de la Verna. Pour faire venir du monde, il faudra peut-être penser aussi à élargir la route cimentée, seule voie d'accès au site. Aujourd'hui, la Verna attire 13 000 visiteurs par an, tout juste assez pour équilibrer les comptes. Bon, ok. Ben, bon, mais moi, je fais un lavage, d'accord? Ah oui, effectivement. Serrez à droite, attention, il y a un peu d'eau. Mais c'est bien, il nous éclaire. Pour accéder à la salle de la Verna, il y a d'abord ce long tunnel de 600 mètres, creusé il y a un demi-siècle, puis abandonné. S'il n'y avait pas le tunnel, eh bien, l'approche de la salle, ça serait différent, quoi. Voilà, moi, je trouve que le tunnel, ça met dans l'ambiance. Où on va, c'est un peu mystérieux, quoi. Et donc, c'est bien de prendre le temps, en fait, d'essayer, plus ou moins, de s'approprier ce 6e continent. Le 6e continent, c'est le monde souterrain, habité de géants, comme ici. Ah ouais, je pense que là, il y a... Ah ben, il est là-bas, tiens. La Verna fait 245 mètres de diamètre. 200 mètres de haut. C'est pour ça que ça sort de l'ordre d'ordinaire. C'est un immense vide au cœur de la montagne. Ah, il y a une belle cascade, vous avez vu? Je ne m'attendais pas du tout à ces proportions-là. Parce qu'on vous dit 6 fois à Notre-Dame, que la salle La Verna fait 6 fois à Notre-Dame, mais tant qu'on ne la voit pas, on n'arrive pas à comprendre l'immensité. Une immensité qui ferait presque oublier l'événement du jour. Le temps d'un week-end, 4 funambules vont tenter de traverser la plus longue ligne du monde en intérieur. 230 mètres. Pour l'instant, les tentatives sont vaines. Celui qui a le plus de chances de décrocher ce record, j'espère que c'est parti pour 230 mètres. Hein. C'est Anthony, 24 ans. En tout cas, il va traverser. S'il tombe, ben, il tombe, c'est pas grave, hein. Il continue et l'essentiel c'est d'avoir les bonnes sensations au bon moment.
C'est raté pour Anthony. Et finalement, ce record du monde ne tombera pas cette année. En revanche, côté com, Jean-François est aux anges. D'autant que c'est la première fois qu'il organise un tel événement. Donc on est à 13 000 visiteurs. Voilà, on a évalué qu'il nous faudrait entre 16 et 18 000 visiteurs pour atteindre notre équilibre. 18 000 visiteurs par an, c'est loin d'être gagné. Tenez, ce jour-là, l'événement n'a attiré qu'une centaine de spectateurs. Et un journaliste a son explication. Faire venir les gens ici, c'est compliqué, quoi. Alors, ils préfèrent se dorer la pilule à Biarritz que venir se peler les miches dans la grotte de Saint-Angras. Et donc, finalement, il se bat comme un beau diable pour essayer d'augmenter son budget com. Lui, il croit qu'en faisant de la communication, ça va lui faire venir des gens. Moi, j'en suis pas persuadé. Moi, je sais pas si les gens sont intéressés par le patrimoine souterrain de la France, qui est vraiment extraordinaire, c'est une cathédrale. Hein. L'écho médiatique du record du monde attirera-t-il plus de fidèles à l'Averna? Nous reviendrons à la fin de la saison touristique. D'ici là, Jean-François continuera de prêcher la bonne parole, et c'est l'essentiel pour lui. J'ai l'impression qu'elle a une âme, cette salle. Alors, je ne sais pas si c'est le bruit de l'eau qui peut varier, l'arrivée des infiltrations au plafond qui sont aussi différentes. Tous les jours, cette salle est différente. Il n'y a pas de stalactite ici, il n'y a pas de stalagmite, il n'y a pas de colonne. On voit le côté hors norme de la salle et on essaye de faire ressentir aux visiteurs l'ambiance des spéléos d'exploration quand en 1953 ils ont découvert la salle de l'Averna. À chacun son paradis. Voilà. Moi, j'ai trouvé le mien ici. Les grottes font vivre des hommes. Parfois, elles font aussi le destin de tout un village. Voici Cabreret dans le Lot, 200 habitants. Bon, on va démarrer la séance du conseil municipal. Ce jour-là, le maire annonce une petite révolution. Entrée de village, Cabreret, Pêche-Merle. Le village va être rebaptisé. On a envisagé de renommer le village, en fait, et de l'appeler Cabreret, Pêche-Merle. Voilà. Parce qu'on souhaite rattacher vraiment Pêche-Merle à Cabreret. Il n'a pas été le cas jusqu'à présent. Beaucoup de personnes dans le monde entier connaissent Pêche-Merle, mais ne savent pas que c'est à Cabreret. Donc on veut inverser les choses. Pêche-Merle, c'est la grotte de Cabreret, ou plutôt son trésor. Car entre les tickets d'entrée, les emplois et les retombées économiques, cette grotte, qui est municipale, assure une grande partie du budget de la commune. Un site vital donc, dont l'entrée se situe à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau du centre du village. Didier Rigal, un des membres du conseil municipal, est archéologue. Il est donc bien placé pour évoquer le caractère remarquable de cette grotte ornée. Là, on a vraiment affaire à des dessins de très grande qualité. Pour preuve, c'est de ce profil de mammouth que vous voyez dans cette partie, où on a simplement le dos du mammouth, le crâne et la trompe qui sont représentés. Et vous voyez simplement un trait, tout le monde identifie à quoi on a affaire. Et c'est tout à fait exceptionnel d'avoir une représentation aussi sûre. Ces œuvres ont été réalisées il y a 25 000 ans. Le Pêche-Merle est aujourd'hui un des rares endroits en France où le public peut encore admirer des peintures préhistoriques originales. Ici, on compte 800 motifs, des mammouths, des aurochs, des mains négatives aussi, comme peintes au pochoir. Mais le chef-d'œuvre, ce sont ces deux chevaux représentés grandeur nature.
On a inventé la couleur ici. Il y a un effet de relief. Ces deux chevaux se superposent. Il y a du mouvement. Et si on se déplace le long de ce panneau, on va profiter de cette ondulation et vous allez voir du mouvement finalement. Ces chevaux, ils sont en mouvement, ils bougent, ils sont vivants. S'il n'y avait pas cette grotte, qu'est-ce qui se passerait pour Cabreret? Cabreret est de nos jours un petit village. Et sans la grotte de Pêche-Merle, ce serait un village encore plus petit, quoi. Il faut imaginer qu'ici, il y a en saison jusqu'à 17-18 employés. La plupart habitent Cabreret. Il y a des hôtels-restaurants dans le village qui n'existeraient plus sans le site de Pêche-Merle. Le village serait un village quasiment mort, quoi. Hein. Le Pêche-Merle, plus qu'une grotte donc. Un cœur battant qui impose son rythme à tout le village. Avec ceci. La saison du marché est calée sur celle de la cavité. Et les commerçants, eux, ont même adapté leur politique marketing. Je viens de prendre du pain. Oui, par exemple. Je vais te prendre 2 baguettes et un pain Pêche-Merle. Baguette, on fait comment? Une de chaque pour goûter? Ça marche. Voilà. Merci. Et le pain Pêche-Merle avec des noix. Vous avez même donné le nom de la grotte au pain. Voilà, et j'ai même fait la main dessus. On a tout le temps des compliments sur le pain. Parce que c'est un vrai pain de campagne qui est quand même fait très artisanalement avec de la farine locale. Et donc ça fait des super produits. Nicolas Théron, lui, est propriétaire de l'hôtel. Des grottes, bien sûr. Et hop, à la maison. Une institution à Cabreret. Car cet établissement fut fondé par l'un des découvreurs de la grotte du Pêche-Merle, une certaine Marthe David. On a ici Marthe et André, qui sont frères et sœurs, qui sont 2 des 3 enfants qui ont découvert la grotte de Pêche-Merle. Et donc, ils sont mes aïeux. Marthe est mon arrière-grand-mère, André est mon arrière-grand-oncle. Victor et Marie-Angèle sont leurs parents. C'est eux qui étaient propriétaires de la terre où a été découverte la grotte, du terrain, donc de toute la colline. Le village a été bouleversé par la découverte de la grotte. Un peu plus tard, Nicolas nous propose de descendre dans la faille par laquelle les découvreurs sont passés. De revivre ainsi l'émotion d'une journée de septembre 1922. Ça a dû être une euphorie totale, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait en plusieurs fois, ils ont progressé après-midi par après-midi. Et dans des conditions extrêmement extrêmes, quoi. Avec du matériel, ils avaient 13, 16, 15 ans, quoi. Les premières incursions, en fait, ils posaient les bougies derrière eux, comme des petits poussets. Et que les bougies s'éteignaient avec les gouttes d'eau qui coulaient de la grotte. Et que plusieurs fois, ils se sont fait retrouver dans le noir complet. C'est ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir eu le courage de le faire sans savoir ce qu'il y avait au bout, quoi. Sans se dire ça pouvait très bien déboucher sur rien, ou sur un vide d'air, ou sur des gaz toxiques, ou n'importe quoi, quoi. Les gaz toxiques qui émanent naturellement des entrailles de la Terre. L'angoisse de tout propriétaire de grotte. Justement, ce jour-là, une opération de contrôle est menée par les agents de la Direction des Affaires culturelles. En cas de problème, ils pourraient fermer la grotte. Et ce serait une catastrophe pour le village. Quand la drague vient comme ça, quand on vient faire des relevés... On n'est pas inquiet, hein. Vous n'avez pas peur qu'on vous ferme votre grotte? Ah si, on y pense, forcément on y pense. Alors ce qui nous rassure, c'est que le Pêche-Merle, c'est un très vaste réseau, une très grande cavité. Et la présence des visiteurs, les gènes que ça peut avoir en termes de CO2, de ventilation, c'est un petit peu absorbé par l'immensité du réseau qui fait près de 2 km. Et c'est notre chance, hein. En cette fin de saison, quel est l'état de la grotte? Toujours un peu anxieux, qu'est-ce qu'on va trouver. Maintenant qu'on sait que la connexion est assurée. Bientôt le résultat. Donc maintenant on va regarder le CO2. Donc là on est à la baisse, hein. On est en automne. Donc après le grand rush estival. Voilà.
Pour l'instant, la situation est tout à fait maîtrisée, équilibrée, et elle est, je dirais même, en phase d'amélioration par rapport à ce qui existait avant l'an 2000. Les habitants de Cabreret peuvent être rassurés. La mort de leur village n'est donc pas pour aujourd'hui, ni pour demain d'ailleurs. L'été est passé. Dans les Pyrénées basques, à Saint-Engrâce, nous sommes retournés voir Jean-François, le patron de la salle de la Verna. Tu vas bien? Ben oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir boire ici? Qu'est-ce que tu Je veux? crois que dehors, il y a des messieurs... Le record du monde qu'il avait organisé a-t-il eu un impact sur le nombre de visiteurs? On s'est amélioré, on est à 500 personnes de plus par rapport à l'été dernier. Alors ça peut paraître insignifiant pour d'autres structures, mais nous 500 personnes c'est énorme. Hein. Donc on est très contents. Voilà. Après, est-ce que tous les visiteurs de l'été sont venus parce qu'ils ont vu l'émission ou les reportages de cette tentative de record du monde? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a contribué oui, à améliorer notre image, ça c'est sûr. Jean-François est encore loin des 18 000 entrées qui permettraient de voir l'avenir en rose. Mais qu'importe, il est heureux pour sa grotte et les 3 emplois qu'elle fait vivre. Heureux surtout car ce spéléologue va pouvoir continuer à partager sa passion avec le grand public. C'est ce qu'on veut, c'est en fait aller faire découvrir notre monde. Voilà, là c'est une équipe qui se connaît, et au moins qui sache que sous terre, c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire ici. Voilà. C'est bon? Alors, bienvenue dans la salle de la Verna. La plupart des grottes et cavités fermeront leurs portes tout au long de l'hiver. Cette année, 4 millions de personnes se sont émerveillées devant ces beautés, cachées au cœur de cette France souterraine.